Imaginez qu'un visiteur parfaitement qualifié arrive sur le site internet de votre entreprise, prêt à acheter vos services, mais au bout d'une dizaine de secondes, il se tire de votre site. Et vous n'avez aucune information que ce type-là est venu sur votre site et qu'il était qualifié, et vous ne saurez jamais pourquoi il est parti. En à peu près 20 ans d'expérience dans le web, je peux déjà vous dire qu'il y a certainement une très bonne raison à ça, et probablement que ça fait partie des 8 signaux que je vais vous partager aujourd'hui, et qui font que les gens qui arrivent sur votre site internet partent aussitôt. Dans cette vidéo, laissez-moi vous présenter les erreurs en question, comment vous pouvez les identifier sur votre site internet à vous, comment vous pouvez les corriger surtout, de quelle manière pour que vous transformiez un site internet qui est passif en un site internet actif qui va convaincre vos visiteurs à devenir vos futurs clients. Pour commencer, j'aimerais vous proposer une petite analogie. Si on imagine votre site internet aujourd'hui, votre site vitrine, donc on imagine que vous vous baladez sur la rue et qu'il y a deux magasins. Vous êtes à la recherche d'un jouet pour votre chien et vous vous baladez tranquillou, comme ça, voilà, comme dans les années 30 avec un chapeau. Même si vous voyez qu'il y a des jouets pour chiens ici, il y a de bonnes chances qu'en vous baladant, vous avez peut-être plutôt envie d'entrer ici. Pas parce que uniquement ils sont spécialisés, mais simplement parce qu'on ne vous laisse pas vraiment le choix d'entrer là. Parce que ce que vous recherchez, c'est des jouets pour chiens et ce qu'on vous propose dans la vitrine, c'est des jouets pour chiens. Ou en tout cas, c'est très clairement un des éléments principaux de leur vitrine et donc de leur offre. Alors qu'ici, on a juste l'impression que c'est un truc parmi tant d'autres et que vous allez passer les 20 prochaines minutes à essayer de soulever des cartons pour trouver ce que vous cherchez. Donc le site internet, le site vitrine de votre entreprise, ça se rapproche un petit peu à cette idée-là. C'est toute une série d'erreurs qui font que vous allez créer de la confusion pour le visiteur et que vous allez finalement donner un sentiment brouillon, un sentiment de manque de clarté, un sentiment où vous n'allez pas réussir à capter l'attention suffisamment du visiteur et du coup, vous allez le faire partir. Sans transition, on va donc entrer dans les premières erreurs. La première erreur dont j'ai envie de vous parler, c'est l'utilisation de jargon, la complexification inutile. Et je vais vous montrer une phrase ici que j'ai dénichée sur un site internet, qui est un site internet que j'avais visité plusieurs fois parce que c'était un client potentiel. Et je voyais vraiment du potentiel justement de le changer, ce site. Parce que quand je lis des phrases pareilles, j'ai un petit peu d'urticaire. Il existe autant d'allocations d'actifs différents que de patrimoine. Et notre but principal est la préservation du capital de nos clients, ainsi que la transmission optimale de celui-ci aux générations futures. Afin d'atteindre le but fixé, nous proposons des solutions sur mesure basées sur l'analyse du patrimoine consolidé par nos soins. Le problème, c'est que là, on est dans quelque chose où la proposition n'est pas excessivement complexe, mais la manière de le formuler est très très compliquée. On a des termes qui sont assez forts, assez lourds, on va dire, mais qui, utilisés tout seuls, avec d'autres explications plus claires, pourraient très bien fonctionner. D'accord? Donc, première chose, c'est réfléchir, est-ce que ce que j'ai écrit là, il est compréhensible pour un néophyte? Donc, pas seulement d'un point de vue technique, parce que vous pouvez parler de technique en utilisant des termes clairs et simples, mais d'un point de vue sémantique. Vous prenez ce texte-là, vous le montrez à quelqu'un qui pourrait être dans votre cible. Donc là, ça serait quelqu'un qui aurait besoin de quelqu'un qui s'occupe de son patrimoine immobilier, si vous voulez bien comprendre la situation de ce qui est expliqué. Est-ce que la personne, elle va comprendre en fait ce qu'on lui dit là? Et moi, je pense que dans une grande majorité des cas, ce type de texte-là, ça donne surtout l'impression qu'on est très malin, qu'on est très pro, mais par contre, qu'on n'a aucune idée de ce que notre client potentiel veut. Parce que écrire des choses comme ça, c'est se mettre dans une posture, à mon avis, qui est une posture qui est négative pour votre site internet. Donc si on clarifie ce qui est dit là, je vais juste vous lire une version clarifiée, que j'ai mis bien plus loin. Donc pour un adulte normal, chaque situation est différente. C'est pourquoi nous prenons le temps de comprendre votre patrimoine immobilier dans son ensemble. Mais aussi, peut-être chaque famille est différente. Notre priorité est de protéger la valeur de vos biens et de vous aider à prendre les bonnes décisions aujourd'hui comme pour l'avenir. Très bien, c'est ce qu'il dit ici, dans le fait de... Notre but est la préservation du capital de nos clients ainsi que la transmission optimale de celui-ci aux générations futures. Les générations futures, ce n'est pas parler de la planète et de ce qu'on laissera à nos enfants. On parle de quelqu'un physique qui a un patrimoine, ici essentiellement immobilier, et qui a envie de le donner à ses enfants. Comment est-ce qu'on peut rendre une phase aussi intime, qui devrait autant parler à quelqu'un, en quelque chose d'aussi complexe et aussi éloigné finalement de son sens émotionnel? C'est assez hallucinant. Et ensuite, à partir de cette analyse, nous vous proposons des solutions immobilières claires, adaptées à vos objectifs et à votre situation. Pour passer de cette version-là à cette version-là, alors je ne me suis pas compliqué la vie, j'ai simplement demandé à ChatGPT de me clarifier cette explication. Et il a fait sa propre version, donc peut-être qu'elle n'est pas claire, mais vous qui avez ce type de texte sur votre site internet, vous le prenez, vous le mettez devant les yeux de quelqu'un d'autre pour qu'il comprenne. Est-ce qu'il comprend, est-ce qu'il ne comprend pas? Ensuite, vous prenez ce texte-là et vous dites, voilà, ChatGPT, j'aimerais que ce texte-là soit compréhensible par un enfant de 10 ans, par exemple. Là, ça vous simplifie largement la chose. Mais vous pouvez aller plus loin en disant simplement par un adulte qui ne connaît pas nos services, par un adulte qui ne connaît pas le domaine immobilier. Je ne dis pas qu'il faut tout passer par l'IA, simplement le fait de le réécrire comme ça va vous faire comprendre, ok, je peux formuler les choses différemment.
Parce que vous êtes dans une situation où c'est que vous avez l'habitude de votre jargon, vous avez l'habitude de parler technique. Donc quand vous écrivez un texte comme ça, c'est peut-être votre façon d'écrire des emails, votre façon technique d'écrire de la correspondance en général. Mais cette façon d'écrire, dans la majorité des cas, pour votre client potentiel, eh ben, c'est en fait une forme d'obfuscation. C'est que vous lui empêchez la compréhension de quelque chose qui est essentiel à communiquer sur votre site internet parce que vous voulez vous donner une posture, parce que vous êtes indifférent ou même détaché de ce que votre client potentiel sait. Et plutôt que de vous donner l'air de, essayez de faire tout pour que la personne derrière, elle sente que vous faites le pas en avant pour lui donner toutes les informations dont il a besoin. Deuxième point, la proposition de valeur vague ou auto-centrée. Donc, si vous arrivez sur un site internet, vous avez certainement déjà vu plein de fois ces en-tête avec une belle photo. Et on a généralement un gros titre, hein, qui est ce qu'on appelle la proposition de valeur. C'est généralement, voilà ce qu'on va vous offrir sur ce site internet en une seule phrase. Je sais que c'est pas évident. Et ça peut pas de toute façon englober absolument tout ce que vous faites. Mais c'est une manière finalement d'introduire le site internet. Alors, on a déjà des gros problèmes ici qui sont des trucs comme bienvenue sur votre site web ou spécialiste en audit MBA et SNT pour la revalidation de l'ensemble de vos services. C'est quelque chose que j'ai inventé. Mais vous comprenez qu'on n'y comprend rien. Donc ça, c'est vraiment à proscrire. Des choses qui vont immédiatement aliéner votre visiteur potentiel qui va se dire donc déjà là il raconte rien, donc je me sens pas du tout touché par ce qu'il raconte, et là ce qu'il raconte j'y comprends que dalle. Bon. Ensuite on va prendre des propositions de valeur qui sont un petit peu plus sympas, un petit peu plus parlantes on va dire, comme ici votre spécialiste en aménagement extérieur. Donc on parle d'aménagement extérieur, on dit que c'est à Annecy et on dit que c'est depuis 40 ans. C'est pas dégueu, c'est pas affreux, simplement de nouveau on est très descriptif, c'est des caractéristiques, il n'y a pas du tout d'émotionnel. On pourrait dire créer le jardin de vos rêves pour vous et votre famille, c'est une façon de proposer un service de paysagiste différemment. On pourrait aussi dire, si vous avez réussi à me le déchiffrer, votre terrasse parfaitement aménagée avec vue sur le Mont Blanc. C'est une idée. C'est simplement, on est en Haute-Savoie, on est à Annecy, donc potentiellement on peut un peu jouer là-dessus pour se positionner et pour dire, bah voilà, votre terrasse parfaitement aménagée, c'est un truc précis qu'on offre. Je dis pas que ces propositions sont parfaites, je pense juste qu'elles sont meilleures qu'une proposition un petit peu générique comme ça, où c'est qu'on va étaler des caractéristiques. Là, on va directement parler à un client potentiel en lui vendant un résultat, en lui donnant une émotion et quelque chose. Autre exemple, fiduciaire et révision, un regard frais sur vos comptes. Ce genre de formule, un regard frais sur vos comptes, c'est sympa, c'est joli, mais ça propose rien du tout comme valeur. C'est quoi la proposition de valeur d'un regard frais sur vos comptes? Alors, ce qu'on peut imaginer implicitement, c'est se dire, ok, la personne, elle va avoir un regard frais, donc finalement, peut-être qu'elle va voir des choses qu'on n'a pas vues, ou que le fiduciaire précédent n'avait pas vues. Donc là, on parle peut-être d'économie d'argent, on parle peut-être d'économie d'impôt, on parle de quelque chose de ce genre-là peut-être. Mais en tout cas, un regard frais sur vos comptes sur le fond, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, économiser jusqu'à 10 000 euros d'impôt avec notre aide, je suis bien d'accord que c'est un truc un peu excessif, mais de nouveau, on fait une proposition, on a un résultat, on a une proposition de valeur. Économiser jusqu'à 10 000 euros d'impôt avec notre aide, il y a une vraie valeur. Ou alors, arrêter de payer dans le vide. Ça aussi, ça peut être intéressant. C'est pour dire, ok, nous, on va vraiment regarder vos comptes et on va vraiment voir là où vous pouvez faire des économies. Ou arrêter de payer dans le vide, ça peut aussi être de dire que nous, on n'est pas des fiduciaires qui allons vous faire un travail qui va vous coûter de temps parce que c'est comme ça que ça se passe à chaque fois. On va vraiment étudier votre projet, étudier vos besoins et puis en fonction de vos besoins, s'ils sont minimaux, eh bien, notre offre s'adapte et notre tarif aussi. Autre chose, entreprise générale de charpente en bois pour villa, immeuble, garage, certifié Minergie. Ça, c'est un texte que j'ai repris, j'ai juste ajouté les certifiés Minergie. Minergie, si vous ne connaissez pas, en Suisse, en tout cas, c'est une certification qui dit que votre maison est isolée d'une certaine manière pour que vous ayez besoin de chauffer assez peu. Donc, il y a vraiment très peu de transfert de chaleur et très peu de perte de chaleur. C'est un positionnement, finalement, qui est quelque part luxe, parce que ça coûte plus cher une maison Minergie, mais qui est quelque part aussi budget, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui va vous économiser beaucoup d'argent plus tard, avec des besoins en chauffage ou des choses comme ça. Mais aussi, c'est un autre positionnement, c'est que c'est aussi un positionnement potentiellement écologique. Parce que vous n'aurez pas besoin d'utiliser beaucoup de mazout pour ça, ou vous n'aurez pas besoin de couper beaucoup d'arbres ou d'utiliser beaucoup de pellets pour chauffer votre maison. Donc il y a un positionnement écologique. Donc du coup, profitez de ça. Vous pouvez mettre votre projet de A à Z éco-responsable, par exemple. Ça, c'est un positionnement. L'entreprise générale de charpente, écolo, peut-être. Immédiatement, la personne va se souvenir que votre entreprise, par rapport aux 5 autres sites qu'elle a vus, elle a ce positionnement écologique. Elle a ce positionnement Minergie. Le Minergie, donc, qui est parlé ici, vous pouvez l'utiliser simplement comme un logo. Vous allez mettre sur votre page pour mettre en avant que c'est Minergie et que vous êtes certifié. Ça peut être très bien aussi. Vous n'avez pas besoin de le dire dans votre titre, vous pouvez le dire à plein d'autres endroits. Parce que peut-être que les gens qui viennent sur le site ne connaissent pas en fait la norme Minergie. Ils connaissent peut-être juste le fait qu'eux, ils aimeraient économiser au chauffage en ayant quelque chose qui est excessivement bien isolé. Et ils aimeraient aussi avoir cette notion d'éco-responsabilité qui est de plus en plus présente. Et ça, c'est un vrai positionnement. Donc, pour résumer, quand vous faites une proposition de valeur, imaginez à qui vous vous adressez, vendez-leur quelque part du rêve, vendez-leur quelque part
vraiment une valeur réelle que vous allez obtenir en travaillant avec vous, que ce soit par une image mentale, que ce soit par du concret, donc une économie d'argent, ou que ce soit par rapport à des convictions et des valeurs comme être éco-responsable. C'est des choses qui sont très fortes, c'est pas juste nous sommes là, on existe, on fait des travaux et X, Y, Z, merci de travailler avec nous. Là, directement, vous vous positionnez. Troisième problème que je vois souvent, c'est que les caractéristiques, c'est pas des bénéfices. Et quand on parle de caractéristiques d'un client, c'est toujours beaucoup moins parlant qu'un bénéfice. Je donne un premier exemple. Clinique privée, opération au laser, hein, c'est un site qui fait ça. Laser femtoseconde et excimer de dernière génération, haute précision. D'accord? Ça, c'est une caractéristique. Vous utilisez ce type de machine-là, qui est actuellement peut-être la meilleure sur le marché. Vous en êtes très fier en tant que clinique privée. Simplement, effectivement, même si cette dernière génération et que ça vous a coûté une blinde, la personne qui vient chez vous, ben, c'est pas vraiment ce qu'elle recherche. Quand elle veut faire une opération de laser, elle veut que ce soit précis, que ce soit rapide, que ce soit sans douleur et éventuellement peut-être pas trop cher. Donc là, on va plutôt dire une technologie qui vous assure une réparation laser rapide, efficace et sans douleur, des choses comme ça. Autre exemple, analyse de votre situation, optimisation fiscale adaptée à votre activité pour les fiduciaires. On reprend un peu l'idée que j'ai mis tout en dessus. Là, ça c'est de nouveau caractéristique, c'est de l'analyse de votre situation et optimisation, mais une optimisation fiscale, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire en gros, qu'est-ce qu'on veut savoir? On veut savoir si vous pouvez nous faire économiser des impôts, si vous êtes capable de comprendre la situation de n'importe quelle entreprise. Donc si vous vous adressez aux PME, ben, du coup, ciblez les PME dans cette phrase-là. Ou alors, si c'est pour les indépendants, vous faites la même chose pour les indépendants. D'accord? Donc à ce moment-là, on dira plutôt économiser jusqu'à 10% d'impôts par année grâce à notre audit personnalisé. Nous améliorerons votre situation fiscale, quelle que soit la taille de votre entreprise, par exemple, etc., etc. Ensuite, pour une entreprise générale, typiquement coordination des intervenants, planning et suivi du projet, bah là, on s'occupe de tout en fait. Plutôt que de venir dire tout ce que ça représente comme travail pour vous, bah dites tout ce que ça représente comme travail que lui, il n'aura pas à faire. Donc on s'occupe de tout. Et ça ne vous pêche pas de nouveau de préciser derrière ce que ça représente de s'occuper de tout. Et simplement, ça, émotionnellement, c'est beaucoup plus fort que ça. Ensuite, pour un service de SAV, service de dépannage réactif, qu'est-ce que ça veut dire réactif? Tout le monde a une notion différente de ce que c'est d'être réactif. Donc si on dit, par exemple, dépannage sous 48 heures, ça dépend dans quel domaine vous êtes, bien sûr. Si vous êtes quelqu'un qui va faire des dépannages de voitures qui sont bloquées sur l'autoroute, 48 heures, c'est excessivement long. Mais si vous êtes quelqu'un qui vient réparer de l'électroménager, bah, dire qu'on fait un dépannage sous 48 heures, ça peut être déjà beaucoup plus intéressant. Donc le fait d'être réactif, ça n'a pas vraiment de valeur. Et ça vous permet simplement, en donnant un bénéfice, une réalité, avec des chiffres, de dire, OK, c'est ça le résultat, dépannage sous 48 heures. Un seul interlocuteur, par exemple, à qui vous adressez. Des gens qui connaissent la technique au bout du fil, pas juste des gens qui sont là pour prendre des rendez-vous. Tout de suite, c'est des éléments qui sont plus importants que de dire simplement un service de dépannage réactif. Encore un dernier exemple, les avocats, donc rédaction et relecture de contrat, ce qui, de nouveau, très bien sur le papier, mais ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire que vous savez ce que vous signez. Et aussi, à quoi vous vous engagez. Parce qu'on sait très bien qu'un contrat, c'est par définition assez opaque si vous n'y connaissez rien. Et du coup, si la personne fait la rédaction de contrat déjà, elle peut vous expliquer exactement le contrat tel qu'elle l'a rédigé et comment vous pouvez faire de l'obfuscation pour des clients potentiels si vous faites des contrats. Mais en plus, la relecture de contrat pour quelqu'un qui doit signer un contrat important, c'est hyper important que vous sachiez où c'est que vous vous y retrouvez. Ça, c'est quelque chose, c'est qu'on se dit émotionnellement, ah cool, j'aurais plus besoin de me prendre la tête à lire des contrats et à pas comprendre les trois quarts des choses, à leur demander de l'aide à ChatGPT ou je sais pas quoi. Il y a la personne là, elle va le faire à ma place et elle va me donner derrière un résumé détaillé de ce à quoi je m'engage et si c'est une bonne idée de le signer ou pas. Donc, les caractéristiques en soi, ils n'ont pas besoin d'être éliminés de votre site internet. Ils peuvent très bien faire partie de votre offre, mais quand vous commencez à vendre vos services sur la page d'accueil ou en haut de page de vos pages de services, commencez par lister les bénéfices que ça représente pour la personne. Et ensuite, les caractéristiques suivront plus tard sans que ce soit un problème. Mais il faut déjà qu'ils soient soutenus par un bénéfice réel. Quatrième point, trop de choix ou une structure complexe. Alors ça, je vais vous montrer un exemple avec un petit menu que j'ai créé où on a, pour une entreprise, accueil à propos de nos services, nos références, nos valeurs, certification politique de confidentialité. J'ai un peu poussé le bouchon, hein, mais c'est un premier problème. C'est que les gens qui arrivent sur un site internet, ils ont besoin d'être guidés. On a besoin de les amener où c'est qu'on veut qu'ils aillent. Et si vous avez une structure déjà qui est excessivement complexe, ça va offrir beaucoup de choix aux visiteurs. Le choix, vous allez me dire, c'est bien, mais en fait, non. Parce que pour un visiteur qui vient sur votre site, il faut qu'il soit guidé. Donc, s'il a trop de choix, ce qui se passe souvent, c'est qu'on est paralysé. Vous connaissez peut-être ça, vous vous retrouvez le soir devant un truc comme Netflix ou bien Amazon Prime ou je sais pas quoi. Vous voulez regarder un film, et en fait, vous vous retrouvez à passer 20 minutes à scroller, et puis finalement, vous éteignez la télé parce que vous n'aurez plus vraiment le temps de regarder un film. Et en fait, le fait que vous ayez autant de choix, ça vous paralyse un peu et vous mettez beaucoup de temps à vous décider ou vous ne décidez pas du tout. Alors que, je ne sais pas vous, mais moi, il y a 20 ans, quand je regardais la télé, si vous êtes aussi vieux que moi,
quand je regardais la télé, bah, il y avait le film à 20h50 sur TF1, il y en avait peut-être un autre sur M6, et puis en fait, on était bloqué à vraiment un choix très très limité. On pouvait à la limite sortir une vieille VHS ou bien un DVD, et puis regarder autre chose, mais le choix était suffisamment limité pour que bah, on choisisse quelque chose naturellement. Et c'est la même chose avec un site internet. Et là, l'exemple que je vous donne, c'est une navigation qui est excessivement complexe parce qu'on a beaucoup d'informations, même pour un site qui est finalement assez petit. Et là, moi, quand je vois ça, je pourrais directement dire, bon déjà, il n'y a pas besoin de mettre tout ça dans le menu principal. La politique de confidentialité, on ne la met pas, les certifications non plus. D'accord? Ces choses-là, ça peut très bien aller dans le pied de page. Et encore. D'accord? Ensuite, on a des pages qui sont des pages qui pourraient être combinées entre seules. Nos valeurs avec à propos, par exemple, pourraient être ensemble. Même chose pour nos références. On pourrait les mettre avec à propos. Pas forcément sur la même page, mais dans un sous-menu. Et nos services, par contre, c'est là où c'est qu'il y a la matière, vraiment. Donc, nos services tout simples, bah, ça raconte rien du tout au visiteur. La personne qui arrive dessus, elle va cliquer dessus en sachant pas nécessairement directement ce que ça représente vos services. Et ensuite, la page d'accueil, on l'élimine. Parce qu'on peut très bien cliquer sur le logo. Je dis pas qu'il faut toujours supprimer le lien vers la page d'accueil, je dis juste que quand on a beaucoup de contenu, c'est souvent plus simple de l'enlever, puisque les gens ont l'habitude aujourd'hui de cliquer sur le logo. Mais cette question-là, c'est une question qui est assez vaste en web design, donc je ne veux pas rentrer trop dans le détail, c'est juste une proposition que je fais. Donc ça donne quoi? Ça donne quelque chose comme ça. Voilà, service principal, qui est vraiment celui que vous voulez mettre en avant. Vous pouvez même le mettre en gras, le mettre dans une autre couleur, changer quelque chose. Les autres services avec un petit menu secondaire qui afficherait les quelques autres services que vous avez. Et à propos, avec justement la valeur, si vous voulez vraiment avoir une page séparée, certification, si vous voulez vraiment avoir une page séparée, réalisation. Mais moi, dans ce cas-là, j'aurais tendance à ne pas mettre ces choses-là et les mettre simplement dans la page à propos. À part si vous avez des certifications vraiment très spécifiques qui sont des choses que vous devez mettre en avant légalement et puis vous devez faire une page pour ça. Et ensuite, du coup, réalisation et à propos, ça peut très bien être dans le même sous-menu. Et ensuite, le bouton nous contacter. Tout le reste étant reporté au pied de page, simplement. Je vais vous montrer un autre exemple que je trouve pas mal. C'est Hostinger que j'ai vu dernièrement, qui a un menu qui est assez chargé. Enfin, là, on n'a pas beaucoup d'éléments, hein, vous allez me dire. Mais il y a des sous-menus, je vous montrerai après. Mais surtout, ils ont ça actuellement. C'est quelque chose qui est très à la mode actuellement. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme c'est un service qui est devenu un service phare par la force des choses, ils l'ont mis dans le menu principal. Et ils l'ont vraiment très très bien détaillé. N8N auto-hébergé. Le fait de mettre N8N pour les gens qui connaissent un peu, c'est tout de suite très parlant. Et ça, c'est une offre qui est très importante pour eux aujourd'hui, donc ils la mettent. Tous les autres services dont ils ont l'habitude de proposer, ils sont ici. Et quand on va sur le menu, on a tout ce truc-là qui est énorme. Hein. Je suis d'accord, c'est pas le but de faire la même chose. C'est juste que on peut partir de quelque chose finalement d'assez simple et partir avec quelque chose de beaucoup plus complexe. Et vous voyez que ce qu'ils font aussi, même si c'est peut-être pas le site le mieux designé du monde, mais c'est un site qui est très propre, ils utilisent des iconographies qui vont parler très vite aux gens, assez rapidement. Et vont utiliser des petits éléments comme l'IA ou des choses comme ça. Donc, faire des sous-menus, on peut très bien faire quelque chose de très simple, mais on peut aussi faire quelque chose d'un peu plus poussé et utiliser de l'imagerie ou des choses comme ça. Et ça, c'est de nouveau guider le visiteur. Et c'est de nouveau plus efficace que d'avoir un menu qui est surchargé. Mais de base, moi, je vous conseille d'éliminer un maximum au départ et de rajouter en fonction de ce que vous avez besoin si vous sentez que il y a des services ou des choses qui ne sont pas assez mises en avant. Mais surtout, de vous dire, comme pour Hostinger, que les pages que vous mettez en avant seront peut-être différentes dans 6 mois ou dans une année en fonction de l'offre que vous voulez mettre en avant. J'ai un autre exemple pour ça. Si par exemple on est en été et que vous êtes paysagiste, vous allez peut-être mettre taille d'arbre. Et si on est en hiver et que vous êtes toujours paysagiste, ce qui généralement ne change pas, à part la saison, on va plutôt mettre par exemple dégagement de la neige. Je ne sais pas comment on va écrire ça, mais c'est pas grave. Voilà, en hiver, nous on vient, on vous dégage votre allée, par exemple. Mais par contre, en été, on fait de la taille d'arbre. C'est tous les services qu'on propose. Et plutôt que de les intégrer dans une page service, vous avez un menu, c'est que directement la personne voit, ah, taille d'arbre, c'est ce que j'ai besoin. Ou bien alors, ah, il dégage la neige, c'est trop pratique. On est en automne et j'en aurais besoin. C'est ce que je viens chercher. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut aussi être pertinent. 5e point, les appels à l'action problématiques. Alors, là, il y a plusieurs points que j'aimerais soulever avec vous. Les appels à l'action, c'est ce qu'on voit souvent dans les sites internet avec ces boutons nous contacter, en savoir plus, contact, etc., etc. Souvent, on utilise des appels à l'action déjà pour tout et n'importe quoi. Un appel à l'action, ça ne doit pas généralement être un truc qui dit en savoir plus. D'accord? En savoir plus, c'est plutôt toujours amener à s'informer. Ce n'est pas une action réelle. Une action réelle, c'est faire quelque chose qui va nous pousser ou nous engager à quelque chose. D'accord? Donc, c'est déjà une première chose, c'est clarifier ça. Donc, plutôt que de mettre déjà nous contacter, donc éviter les contenus génériques, on pourrait mettre à la place votre devis gratuit. Ça peut déjà être plus parlant pour quelqu'un qui veut travailler avec vous. Ensuite, on a un deuxième point, c'est guider. Votre devis gratuit, c'est plus important, donc c'est une action plus importante qu'en savoir plus. Vous voyez qu'ici, ils ont exactement le même look à la même couleur. Ce que vous pourriez faire, c'est plutôt que de dire en savoir plus quelque chose d'assez générique, c'est de dire vraiment ce que ça amène, en fait, de cliquer là-dessus. C'est pas juste en savoir plus, c'est par exemple découvrir nos services, ou bien découvrir notre offre carrément, avant de cliquer sur avoir un devis gratuit.
Et là, on va simplement mettre un lien. Ou alors, on va simplement mettre un petit carré peut-être, mais il ne sera pas rempli. Donc on aura une couleur, un style différent. Donc ça, c'est une manière, premièrement, de clarifier en étant très clair sur l'action que la personne va entreprendre. Et ensuite, si on utilise les appels à l'action, il faut les hiérarchiser. C'est-à-dire qu'il y a toujours des éléments dans chaque page qui sont plus importants que d'autres. Je ne dis pas que sur tout le site, vous devez avoir toujours les mêmes appels à l'action qui ont exactement le même look. C'est conseillé souvent parce que ça permet de s'y retrouver facilement, mais ce n'est pas une obligation absolue. C'est-à-dire que chaque site, chaque page peut avoir un objectif et du coup, une page peut amener la personne à devoir faire autre chose que la page précédente. Ok? Mais le but, c'est que vous ayez au moins un seul appel à l'action central sur chaque page et pas plusieurs pour éviter des confusions. Si moi je vois des fois nous contacter, des fois on a savoir plus avec la même couleur, tout perd son importance et du coup j'ai l'impression que tout est aussi important et quand je navigue, j'ai pas plus envie de cliquer sur le premier que sur le deuxième. Et ça c'est un peu dommage parce que le fait de faire ces appels à l'action, c'est justement de donner envie de cliquer et de pousser les gens à cliquer. Et la dernière chose, c'est de rassurer. Souvent quand on a un appel à l'action, on ne nous explique pas spécifiquement ce qu'il y a à faire après. D'accord? C'est-à-dire que si on a votre devis gratuit, ben on se dit ok d'accord, qu'est-ce que ça m'engage à faire? Si je clique dessus, j'envoie un email, je fais quoi? Et on va mettre par exemple sans engagement sous 48 heures. Vous pouvez même mettre quelque chose qui va être plus détaillé, qui va dire remplissez notre formulaire en 2 minutes et obtenez. Parfois réservez vraiment une section complète à l'appel à l'action, donc avec un titre, des avantages et un bouton, et ben ça peut avoir beaucoup d'effets. Mais il faut justement, pour que ça ait de l'effet, pas que vous ayez 50 appels à l'action à côté, qui font tous une chose différente. Il faut que ce soit vraiment cet appel à l'action-là central qui soit mis en avant avec cette forme-là. Numéro 6, donner l'impression d'être une entreprise anonyme. Donc ça va donner l'impression en fait que c'est pas assez humain et que la personne qui vient dessus n'est pas très confiante par rapport à ce que vous proposez. On n'a pas l'impression que vous êtes une entreprise réelle. Un des premiers problèmes qu'on voit pour ça, c'est ce genre de truc, des photos stock complètement bateaux. Voilà, où c'est qu'on voit bien que ça, c'est pas votre équipe. Hein, où c'est qu'on voit bien que ce genre de réaction, ça n'existe pas dans la réalité. Et celle-ci non plus. D'accord? Quelque chose d'exagéré. Si vous mettez une autre équipe et que vous avez en dessous un truc comme ça, eh ben les gens vont se dire, bon, ben, c'est pas son équipe, c'est sûr que non. Donc déjà, ça va dégager un sentiment d'artificialité, un sentiment où c'est qu'on n'arrive pas à se connecter avec l'entreprise. Moi, je vous conseille largement de faire une photo comme ça de vous, sans faire comme ça, hein, parce que vous aurez l'air un peu de gros guignol, mais en ayant l'air d'être confiant, d'être à l'aise. Et même si la photo, elle n'est pas parfaite, même si en termes de lumière, c'est pas nickel, ben au moins les gens verront votre vraie tête et ils auront vraiment l'impression de proximité avec vous. Et déjà, ils auront un sentiment de confiance. Parce que forcément, si vous êtes une fausse entreprise, pourquoi vous iriez choisir une photo d'une série de gens qui ne sont pas tous pepsodents et puis tout jolis comme ceux-ci? Pourquoi vous allez prendre des gens normaux qui prennent une pose normale avec une lumière normale et un look qui est assez banal? Quelque part, c'est le rendu que ça va avoir, mais c'est pas très grave parce que c'est beaucoup plus humain que ce genre de choses-là. L'autre point important par rapport au manque de confiance, c'est le NAP qu'on appelle, c'est Name, Address, Phone. Ça veut dire d'avoir un nom d'entreprise, une adresse et un téléphone qui est consistant sur votre site internet. Donc déjà qu'ils soient affichés. Le fait de mettre simplement par exemple un email et de jamais mettre de nom d'entreprise clair dans les pieds de page ou dans les pages légales, bah, ça donne l'impression que vous n'existez pas réellement. Et donc moi je vous conseille vraiment d'avoir une adresse, même si vous n'avez pas une adresse réelle, que vous travaillez peut-être avec une case postale ou des choses comme ça, c'est pas grave, mettez une adresse, c'est important et soyez consistant partout. Et d'un point de vue légal, sans parler des risques que vous encourez, parce que c'est pas la question, c'est d'avoir des mentions légales ou des choses comme ça, qui sont des pages un peu inutiles, mais qui sont des pages importantes pour assurer la confiance. C'est dire, voilà, ce site internet a été rédigé, créé par ta. Vous pouvez mettre les développeurs qui ont fait le site, ça vous permet de mettre un lien vers le site internet du créateur qui va être content d'avoir un backlink, mais qui aussi montre que vous avez travaillé avec une entreprise. Si en plus l'entreprise est dans la région où vous êtes, c'est un plus, parce que si vous êtes une entreprise locale et que vous travaillez avec des gens dans la région, les gens vont se dire, ah ils ont travaillé avec lui, je le connais. Bref, c'est tous les petits détails. Mais c'est des détails qui vous humanisent et qui vous ancrent quelque part et qui rend en fait votre position réelle. Ce genre de photo et un contenu qui est assez générique et le manque vraiment de transparence par rapport à vos coordonnées, c'est des choses qui peuvent vraiment avoir un effet très très négatif sur le visiteur de votre site internet. Ensuite, le formulaire de contact comme une arrière-pensée, ça c'est aussi très important. On a tendance à négliger vraiment cette étape du formulaire de contact. On a en gros deux clans, des gens qui disent je veux pas de formulaire de contact parce que moi quand je vois ça sur un site, j'ai pas envie de remplir un formulaire parce que j'ai l'impression que ça va nulle part. Et les gens qui vont dire moi je pense que c'est important la formulaire de contact, on peut trier, on peut filtrer, pour la conversion c'est important. Et en fait, les deux personnes ont raison. Parce que le problème, c'est déjà de se poser la question, est-ce que c'est nécessaire? Parce que c'est pas parce que l'entreprise en face de vous, qui est aussi un concurrent, fait la même chose, on a déjà un formulaire de contact, on n'en a pas,
que c'est quelque chose qui va vous correspondre à vous. D'accord? La première question à se poser quand vous faites un formulaire de contact, c'est que vous allez recevoir des emails. Donc déjà, techniquement, hein, il faut que ça fonctionne. Ça, c'est très important. J'ai des entreprises à qui j'ai envoyé des emails sur une adresse spécifique qui était l'adresse de leur site, mais en fait, ils ne l'avaient jamais utilisé dans leurs propres emails, ils utilisaient toujours l'adresse Gmail, par exemple, et du coup, ils ne voyaient même pas passer ces demandes. On faisait un site internet pour faire de la conversion, mais derrière, le formulaire de contact envoyait les emails vers une adresse qui n'était pas relevée. Donc, en gros, tout le travail qu'on faisait, ça amenait vers un résultat dont tout le monde se foutait. Donc, c'était vraiment très problématique. Ça, c'est la première chose que je vois, c'est vraiment réfléchir que ça fonctionne. Ensuite, que vous soyez disponible pour y répondre. Parce que si quelqu'un vous envoie un mail par un formulaire de contact, il faut que vous soyez réactif. La personne, elle est arrivée sur votre site internet, elle a été attirée par quelque chose, que ce soit votre référencement ou des réseaux sociaux ou quelque chose, et elle a pris le temps de vous faire une demande ou de vous envoyer une demande de devis, il faut que vous soyez réactif. Parce que si vous n'êtes pas réactif, du coup, la personne, tout ce qu'elle va avoir l'impression, c'est d'envoyer une bouteille à la mer. D'ailleurs, je vais y revenir à ça. Et l'impression aussi que vous n'êtes pas une priorité pour elle. Alors que, logiquement, si vous faites ça, votre prospect doit être une priorité. Vraiment une grande priorité. Donc, il faut que vous soyez disponible et il faut que vous mettiez ça comme une priorité. Donc, il faut que les emails qui viennent de votre site internet par le formulaire soient vraiment traités en priorité. Mais ensuite aussi, comment vous aimez être contacté, comment vous gérez ce genre de cas. Parce que si vous n'êtes jamais sur vos emails, si vous savez que de toute manière, un email, vous allez mettre plus d'une semaine à y répondre, est-ce que vous n'avez pas eu le meilleur temps d'y dire, appelez-nous, puis vous virez le formulaire de contact. Et la personne, elle vous appelle. Et quand elle vous appelle, vous répondez. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de friction par rapport au fait d'appeler quelqu'un en direct. Beaucoup plus peut-être que d'envoyer un email. Mais cette friction, peut-être qu'elle est nécessaire parce que les personnes qui vont vous appeler seront vraiment qualifiées. Et vous, derrière, les appels que vous recevrez, vous saurez que vous serez disponible pour y répondre rapidement. Et avoir quelqu'un au téléphone, évidemment, ça va tout de suite engager un peu plus que de simplement envoyer un email. Donc réfléchissez à ça. Est-ce que le formulaire de contact est nécessaire? Ensuite, deuxième question, donc est-ce que le moyen de me contacter est sans friction? Parce que là, on parle de formulaire de contact, mais ça pourrait être aussi une prise de rendez-vous avec un calendrier. Ça reste un formulaire à remplir. On va demander des informations et demander une date. D'accord? Et ça, peut-être que pour vous, c'est quelque chose qui est idéal, mais peut-être que pour la personne en face, ça ne va pas être quelque chose qui va être très apprécié, parce qu'ils vont remplir pas mal de champs, choisir une date pour un rendez-vous, alors qu'ils n'ont même pas commencé à en savoir plus sur nous. Donc peut-être que ce point-là va aussi être bloquant. Ou peut-être qu'au contraire, vous voulez que ce soit bloqué parce que vous voulez vraiment que les gens prennent un rendez-vous. Et puis à ce moment-là, pour vous, c'est important que ce soit comme ça. Mais de nouveau, il faut que ce soit réfléchi par rapport à vous, par rapport à votre client idéal, et aussi pour éliminer un maximum la frustration. Autre chose, avoir trop de champs. Ça aussi, ça va augmenter la friction. Si vous demandez trop d'informations. De nouveau, c'est un choix, mais le fait de demander par exemple le numéro de téléphone et de le rendre obligatoire, si vous savez que vous allez devoir retéléphoner à la personne après et que vous n'avez pas envie de lui renvoyer un mail pour lui demander, évidemment, mettez-le. Mais si vous vous dites, de toute façon, je vais le contacter par email et peut-être qu'au bout de quelques échanges, on fera un appel téléphonique, mettez-le pas. Mettez vraiment le strict nécessaire pour que la personne vous donne les informations dont vous avez besoin. Il faut éliminer la friction pour que ce soit le plus simple possible. Et au pire, ce que vous pouvez faire, si vous avez pas mal de champs, c'est trouver un moyen de faire des étapes. 1, 2, 3. Ça, c'est un plus parce que en fait, la personne ne se rend pas compte que c'est long à remplir parce qu'il y a une expérience utilisateur qui met vraiment en valeur le fait que c'est facile de remplir le formulaire de contact. Et la dernière chose, c'est rassurant. Donc, ça, c'est ce que je vous disais avant sur la bouteille à la mer. C'est que beaucoup de sites internet disent simplement contactez-nous. Et vous avez simplement contactez-nous et vous remplissez le formulaire, vous dites merci de nous avoir contactés. Vous avez l'impression, et c'est certainement quelque chose que vous avez déjà vécu, que vous envoyez une bouteille à la mer, que vous envoyez un message et que vous ne savez même pas si quelqu'un va le lire un jour. Ce qui rejoint ce que j'ai dit avant. Donc là, un élément qui est important, c'est de rassurer le visiteur en disant on répond sous 48 heures. Ou on revient vers vous avec un devis gratuit. En fait, il y a une promesse derrière. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc, ou alors, on va vous envoyer un mail pour prendre rendez-vous. D'accord? Il y a plein de choses à mettre. Mais donnez clairement une indication de ce que vous faites après. Et rassurez la personne avant même qu'elle passe à l'action. Parce que quand elle arrive à cette étape-là, en fait, vous êtes béni. Là, vous avez quasiment un lead qui arrive. Donc, il ne faut surtout pas vous dire que cette étape-là, ça doit être du générique. Ça doit vraiment être quelque chose qui est personnalisé autant pour vous que pour votre client idéal. Et derrière, il faut que ça suive. D'accord? Perdez pas des leads parce que vous avez négligé une de ces étapes-là. Dernière erreur que j'aimerais vous partager, c'est le côté, l'aspect page généraliste, avec un manque d'attention claire pour les pages. Donc qu'est-ce que j'entends par là? C'est que vous avez peut-être une page nos prestations ou nos services, d'accord, qui est une page générale. Et dedans, vous aurez la liste de vos 5 ou 6 services que vous proposez, si vous en proposez plusieurs. Donc là, déjà, on a un manque de clarté. C'est-à-dire que la personne qui va sur nos services, elle n'aura pas l'impression que finalement un service est plus important qu'un autre. Elle aura juste une série de services à la suite qui vont s'afficher. Donc ces pages globales, ces pages générales, elles ne sont pas très parlantes. Même, je dirais qu'à propos, parfois, c'est des pages qui sont un peu génériques.
À ce moment-là, vous pourrez mettre peut-être notre histoire ou nos valeurs ou des choses comme ça, qui sont des fois peut-être un peu plus parlants. C'est pas là forcément que ça se joue, mais disons que à propos reste quelque chose d'un peu plus générique, de la même manière que nos services c'est quelque chose de générique. Donc du coup, ça manque un peu de clarté. Essayez de nommer clairement vos pages pour que les personnes qui arrivent sur le site sachent exactement ce qui se trouve sur la page sur laquelle ils vont aller. D'accord? Et ça permet ensuite d'avoir un objectif clair par page. Donc si vous nommez vos pages, ça veut dire que vous aurez réfléchi au contenu de ces pages. Si on a une page nos services, on peut la nommer autrement. Mais comment? Si on a 10 services qui sont listés dedans, c'est difficile de trouver un autre nom que nos services. Donc si vous voulez la nommer autrement, vous allez devoir prendre cette page et la diviser en plusieurs sous-pages. Donc vous allez devoir créer plusieurs pages qui seront service 1, service 2, service 3, service 4. D'accord? Ou potentiellement, autre service, ce sera le service 3 et 4. Mais vos services principaux, ils auront une page dédiée. Et ça veut dire que vous aurez un objectif par page. L'objectif de cette page, ce sera de parler du service 1, celui-là du service 2, et là des autres services, potentiellement. Et déjà, vous hiérarchisez parce que la personne, elle sait qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Ça ne veut pas dire que vous ne faites pas certaines choses, ça veut simplement dire qu'il y a une importance qui est donnée plutôt à certains services que d'autres. Ça vous permet d'avoir pour chaque page un objectif précis et unique. Et ça, c'est aussi très important pour le référencement. Parce que si chacune de vos pages a un objectif clair et unique, par exemple parler d'un service particulier, tout de suite Google il a un signal très clair. Cette entreprise, elle a des pages de service et chacune de ces pages parle d'un service précis. Et si moi je vais chercher l'architecture paysagère près de chez moi et que vous êtes un paysagiste qui a une page dédiée uniquement à ça et que Tartampion qui habite 20 km plus loin, qui a tout pour me plaire sur le papier, il n'a pas de page dédiée pour ça, qu'il a juste un petit espace dans sa page service pour ça, bah, de ce coup, vous donnez beaucoup plus d'importance à ce service-là et Google va le voir. Et du coup, il va référencer votre page en premier. Donc déjà, c'est important, ça vous permet de vous différencier des autres en mettant l'accent sur un service plutôt qu'un autre. Ça permet aussi, en termes de référencement, de faciliter le référencement de certaines pages parce que vous avez un seul objectif sur la page. Ça permet aussi, de nouveau par rapport à l'objectif, d'avoir des appels à l'action, d'avoir une structure qui est pensée pour ce service-là uniquement. D'accord? Et du coup, c'est aussi quelque chose qui est plus clair pour Google et plus facile à naviguer. Et je dis tout ça sans que vous ayez forcément besoin, pour le référencement, d'écrire des pages 3 fois plus longues. Comme c'est vos services, logiquement, vous devriez pouvoir en parler. Vous devriez pouvoir justement aussi créer cet aspect narratif. Dire, OK, notre service, c'est ça, voilà la proposition de valeur principale, voilà les bénéfices de ce service, voilà comment ça se passe quand on veut nous contacter pour ce service et on fait le service, voilà les caractéristiques de ce service, donc le caractéristique de l'offre, là où vous pouvez être plus technique, voilà les questions fréquentes que vous pouvez avoir pour ce service. Et si vous structurez tout le temps les choses comme ça, donc on a quelque chose de très clair comme ça, et vous faites des pages qui sont hyper balèzes en termes de référencement, des pages qui racontent une histoire au visiteur par rapport à son besoin précis pour ce service-là, qui ensuite le rassure avec une FAQ, et vous pouvez même ajouter des petits témoignages spécifiques à ce service-là de vos clients pour dire aux gens, voyez comment on est fort, et voyez comme des autres gens nous ont fait confiance et ils ont eu raison de le faire. Donc en fait, vous vous offrez beaucoup plus d'opportunités que de simplement une page générique qui va dire bonjour, on fait tout ça, et à la fin, nos clients ils sont contents en général de nous. D'accord? Vous offrez pas en fait une plateforme de vente à vos services comme vous devriez le faire. Si vous en avez 3 ou 4, offrez-leur à chaque fois la chance de vendre en ayant une page dédiée qui soit faite d'une certaine manière. Et voilà donc ce que je veux dire par page généraliste sans intention claire, c'est vraiment d'avoir une clarté dans la navigation pour aller vers les bonnes pages, d'avoir un objectif sur la page qui vous permet de développer un contenu qui va donner envie d'acheter aux visiteurs pour chacun de vos services, avec en plus une amélioration générale de votre référencement pour ça. Donc voilà le petit panel des grosses erreurs que je vois souvent, comment les identifier, les corriger, et puis pourquoi est-ce que c'est important de les corriger, surtout. Mais une fois que vous avez fait tout ça, c'est très bien, hein, vous avez votre site internet ici, qui est trop bien, parce que vous en êtes super fiers, parce que vous avez fait tout ce que je vous ai dit et que vous avez des vrais résultats quand les gens viennent dessus, parce qu'après, vous, il n'y a pas de souci, vous convertissez vos visiteurs, ou en tout cas beaucoup mieux qu'avant. Mais le problème, c'est ça, c'est qu'il faut que les gens viennent dessus. Donc, ce qu'il faut encore penser, ce qui est hyper important, ce qui est crucial, c'est qu'une fois que vous avez fait le travail de fond sur votre site internet pour le transformer d'un site vitrine vers un site qui va convertir les clients, il faut faire ce qu'on appelle de l'acquisition, c'est-à-dire qu'il faut amener les gens sur votre site internet. Parce que l'un ne va pas sans l'autre finalement. Et aujourd'hui, quand on est une entreprise de service et quand on est entrepreneur, on a 50 000 alternatives pour faire ça, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit la publicité physique, digitale, que ce soit le référencement, et on ne sait jamais trop dans quel panier mettre nos œufs, où mettre notre énergie et où mettre notre budget. Et c'est vraiment quelque chose qui peut frustrer et qui peut faire perdre beaucoup d'argent à une entreprise de service. Et si vous voulez en savoir plus sur ça et vraiment connaître les leviers d'acquisition les plus efficaces pour amener des gens sur votre site internet et les convertir, j'ai fait une vidéo juste ici à ce sujet qui devrait vraiment beaucoup vous intéresser. On se voit là-bas.